Et merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau de Politique Matin. Alors Manuel Valls réunit donc ce soir ses soutiens à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut, selon vous, annoncer son ralliement à Emmanuel Macron? Jean-Sébastien Ferjou. C'est ce qui se dit. Après, ça paraît malgré tout étonnant qu'il décide de le faire avant le premier tour. Maintenant, je pense que dans son entourage, il y a des gens qui en ont très très envie, qui l'ont déjà affiché. Il y a eu des projets de tribune dans la presse qui ont été retirés ensuite. Ça paraît malgré tout curieux par rapport aux engagements qu'il a pris à la primaire. Mais enfin bon, de toute façon, la rupture est déjà largement consommée. Il a refusé de parrainer Benoît Hamon. Voilà, la rupture est déjà largement consommée avec Benoît Hamon, et puis en quelque sorte, Benoît Hamon l'a d'ores et déjà acté. Donc peut-être est-il en train de jouer effectivement sur l'après éventuelle victoire présidentielle d'Emmanuel Macron, et notamment d'organiser une majorité, puisqu'on sait que Manuel Valls parle beaucoup avec François Bayrou, d'essayer de préempter les places dans l'Arche de Noé. Dans la majorité future peut-être d'Emmanuel Macron, vous croyez à ce ralliement et peut-être dès ce soir, Thierry Curtet? Il y a une quinzaine de jours, on disait que c'était imminent, et puis 15 jours après, ça n'a toujours pas lieu. Donc on va bien se garder de faire des prévisions. Je crois que Emmanuel Valls a besoin d'essayer de contrôler un peu ses troupes, ses soutiens, pour essayer d'organiser ou de contrôler quelque chose, parce que beaucoup dans ses soutiens ont très très envie de passer chez Emmanuel Macron. Lui, il a beaucoup de problèmes. S'il le fait maintenant, il perd totalement sa position à l'intérieur du Parti socialiste, et il a plutôt, lui, probablement envie de construire quelque chose à l'intérieur du Parti socialiste, une espèce de... Donc une sorte de soutien et pas vraiment un ralliement, une sorte de pacte de gouvernement peut-être avec la majorité d'Emmanuel Macron? Il est dans une équation extrêmement difficile, Manuel Valls. S'il soutient Emmanuel Macron, il quitte le Parti socialiste, ou en tous les cas, y revenir sera très compliqué. S'il ne le soutient pas avant le premier tour, ça voudra dire qu'il a complètement laissé passer le train, et il devra attendre très longtemps. On voit bien que pour l'instant dans l'opinion publique, il y a une envie d'Emmanuel Macron, il n'y a pas du tout d'envie de Manuel Valls, et ça, il l'a bien enregistré. Une équation difficile aussi, la quadrature du cercle pour Manuel Valls? Oui, je suis d'accord, mais en même temps, on peut se dire d'une certaine manière, c'est comme si c'était déjà acté, puisque précisément la trahison, en quelque sorte, tout le monde l'a déjà en tête. Martine Aubry, notamment, le lui avait reproché au moment où il n'a pas soutenu Benoît Hamon. Benoît Hamon a filé des métaphores où on pouvait comprendre en creux qu'il traitait Manuel Valls d'âne hier ou avant-hier. Donc de toute façon, en quelque sorte, le mal est déjà fait. Donc oui, il est face à un dilemme, parce que s'il le fait avant le premier tour, effectivement, il perd sa position au sein du Parti socialiste, et il perd ses chances suite à l'élection présidentielle de reprendre la main éventuellement sur le Parti socialiste dans un congrès. Maintenant, comme je vous disais, voilà, en quelque sorte, le risque d'image est déjà là, et puis il a ses troupes qu'il lui faut tenir. Et je pense que sa difficulté est vraiment là. Maintenant, pris dans l'autre sens, qu'y a-t-il qu'il attend de chez Emmanuel Macron? Parce que pour le coup, il perd beaucoup s'il le fait. Enfin, il perd beaucoup sur le terrain du Parti socialiste. On imagine mal qu'il le fasse totalement dans le vide. Il ne faut pas oublier malgré tout que réellement Manuel Valls discute beaucoup avec François Bayrou. Il y a eu une rencontre qui a été assez médiatisée. Dans un café parisien, il y a une dizaine de jours. Ça fait très longtemps qu'ils se parlent. Mais là, ils l'ont fait ostensiblement pour qu'on sache bien qu'ils se voyaient. Donc j'imagine dans la logique de jeter les bases d'une future coalition. Mais je pense que c'est aussi ça l'univers d'Emmanuel Macron à l'heure actuelle. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui projettent leurs fantasmes sur lui ou sur un quinquennat d'Emmanuel Macron, et sans pour autant que l'équipe Macron elle-même n'ait validé les fantasmes des uns ou des autres. C'est ça, parce que Emmanuel Macron, il a quand même bien fait comprendre qu'il n'avait pas de contact avec Manuel Valls, qu'il lui tendait pas forcément la main. Ça peut se faire via François Bayrou, comme le dit Jean-Sébastien? Peut-être, mais en tous les cas, la véritable primaire, d'abord, que restera-t-il du Parti socialiste ensuite? Après cette élection présidentielle, on va voir qu'il va terminer en chaussettes, il ne va pas rester grand-chose. Et puis la véritable primaire du Parti socialiste, elle s'est pas déroulée à l'automne ou au mois de janvier. Elle va se dérouler le jour du premier tour, le 25 avril. Et là, on va s'apercevoir de quoi? Eh bien que la ligne Benoît Hamon est pas du tout plébiscitée par les Français. Il va terminer 5e probablement, avec autour de 10 ou 12% des voix. Une catastrophe pour le Parti socialiste officiel. Et puis la ligne Manuel Valls, elle va être plébiscitée par les Français. Elle va faire plus de 20%. À coup sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement il y a quelque chose à construire à l'intérieur du Parti socialiste.
On verra bien ce que... Mais vous pensez que Manuel Valls pourrait être majoritaire, jouer la défaite de Benoît Hamon et redevenir majoritaire? Il y a quand même un certain nombre de divergences. Manuel Valls peut devenir majoritaire au PS après? Il va falloir clarifier un certain nombre de choses, ça c'est certain, et la primaire va aider, la véritable primaire, c'est-à-dire le premier tour de la présidentielle, va clarifier un certain nombre de choses à l'intérieur du Parti socialiste. On voit bien décidément, que Benoît Hamon, lui, estimait que les électeurs du Parti socialiste étaient probablement, lui faisait le pari à gauche du parti. Manuel Valls faisait le pari que lui, à l'intérieur du vote socialiste, ils étaient plutôt à la droite du parti. On va voir quelle est la ligne qui va gagner ici. Alors la difficulté ensuite, c'est que très clairement, pour Manuel Valls, eh bien, il y aura probablement Emmanuel Macron. Que va-t-il faire à la présidentielle s'il gagne? Il est là pour 5 ans. L'avenir de Manuel Valls à ce moment-là est très compliqué. S'il perd, là, il y a quelque chose d'autre à jouer. Si Emmanuel Macron l'emporte, est-ce qu'il y a une place pour un parti socialiste qui deviendrait un parti social-démocrate avec Manuel Valls à sa tête? Est-ce qu'il y a un espace? Tout dépend des législatives, tout dépend de l'ampleur d'une victoire éventuelle, tout dépend de ce qui se passe réellement dans les législatives qui suivent. Je pense que précisément la difficulté à l'heure actuelle, c'est que tout le monde fait des calculs un peu dans tous les sens pour essayer de comprendre à quoi pourrait ressembler une future majorité. Maintenant, juste pour revenir sur ce qui était dit, je suis pas certain que la ligne de Manuel Valls, elle représente plus de 20% des Français dans le pays. Il y a quand même des différences assez profondes entre ce qu'est Emmanuel Macron et ce qu'est Manuel Valls. Quant à Benoît Hamon, c'est aussi la personne qu'il est, en tout cas la candidature, la campagne qu'il a menée, qui sont sanctionnées ces jours-ci dans les sondages. On a bien vu que son effondrement a été consécutif au week-end où Jean-Luc Mélenchon a vraiment marqué des points avec son rassemblement entre la Bastille et la République. Benoît Hamon avait fait un beau meeting à Mercy, mais il a été très mauvais pendant le débat, et c'est ça aussi, parce qu'en termes de ligne politique, les choses sont pas aussi claires que ce que vous aviez l'air de considérer, je pense. En tous les cas, le mot trahison employé par Benoît Hamon en dit beaucoup plus sur la situation d'Al-Ali dans laquelle se trouve Benoît Hamon que la position. C'est quand même une véritable trahison. Enfin, il y a un moment, on participe à une primaire, on signe un engagement. Moi, il ne me semble pas que. C'est étonné que les Français considèrent que la politique c'est n'importe quoi s'il y a des gens qui prennent des engagements publics. Il ne me semble pas incapable de les respecter ensuite. D'abord, Benoît Hamon n'a tendu. Je parlais de Manuel Valls en l'occurrence. Benoît Hamon n'a jamais tendu la main et jamais fait la moindre proposition à Emmanuel Valls. Et puis ensuite, très clairement, dans les autres primaires, on n'a jamais vu, en tous les cas, j'en ai pas le souvenir, qu'un candidat ayant perdu à la primaire est soutenu activement. On n'a pas vu. Non, mais au moins parrainé. Et on va être obligé de s'arrêter là. Souhaitons que ce soit la fin des primaires, dit Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi Thierry Curtet, journaliste politique à France 2. Tout de suite, on parle du vote utile. C'est le regard de Ludovic Faux. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors ce matin avec vous, on se penche sur une expression qui est souvent utilisée, qui est souvent entendue dans cette campagne présidentielle, c'est le vote utile. D'où vient cette expression et puis surtout, que veut-elle dire ? C'est un grand classique de la vie politique française. Le premier à l'avoir utilisé, c'est le communiste Jacques Duclos lors de l'élection présidentielle de 1969. À l'époque, la gauche est dispersée. Alors à chaque fois qu'il prend la parole, Duclos explique qu'il est le seul à pouvoir atteindre le second tour et que chaque voix donnée à l'un de ses concurrents de gauche serait finalement une voix perdue. Sauf qu'au final, il rate de peu la qualification et que la gauche est éliminée. Alors concrètement, l'appel au vote utile consiste donc à demander aux électeurs de faire le choix de la raison plutôt que celui du cœur, c'est-à-dire à choisir dès le premier tour non pas le candidat dont on se sent le plus proche en termes d'idées, mais plutôt le candidat de son camp, droite ou gauche, le mieux placé pour atteindre le second tour. Bref, il y a une dimension très tactique dans ce vote, forcément influencé par ce que disent les sondages. Alors l'argument du vote utile, on vient de l'entendre, c'est déjà ancien, mais il a pris une nouvelle dimension avec l'élection présidentielle de 2002. Ouais, cette année-là, avec 5 candidatures, la gauche est éclatée comme jamais, mais personne n'imagine que Lionel Jospin puisse être éliminé dès le premier tour. Pourtant, le 21 avril 2002, c'est bien ce qui arrive, au profit de Jean-Marie Le Pen. C'est un véritable traumatisme dont le PS se servira par la suite pour faire du vote utile un argument d'autorité, presque une injonction destinée à inciter les électeurs de gauche à ne pas se disperser. Longtemps exploité, souvent par la gauche, parfois par la droite, cet argument s'est avéré plutôt efficace, au moins tant que la logique de la Ve République a permis à 2 grands partis de dominer leurs camps respectifs, mais cette logique est à bout de souffle. Aujourd'hui, le Front National et En Marche sont en position de force, alors que les Républicains et le Parti Socialiste sont menacés d'être balayés dès le premier tour. Et cette fois, le vote utile pourrait donc se retourner contre la gauche et la droite classique.
En tout cas, le Parti socialiste et les Républicains ne peuvent plus se reposer sur un vote réflexe de leurs électeurs, d'autant que d'une façon ou d'une autre, les 5 principaux candidats réclament tous leur part de vote utile. Le Pen, Hamon, Macron, Fillon et même Mélenchon, qui l'a souvent dénoncé. Alors tous n'y mettent pas la même signification, vote de rejet ou d'adhésion pour les uns, vote tactique ou choix d'efficacité pour les autres. Aujourd'hui, face à la montée du Front National et alors que de moins en moins d'électeurs se reconnaissent dans les 2 grands partis de gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui semble le mieux profiter de cette logique au sens traditionnel, tactique du terme. Antidote à la gauche pour certains électeurs de droite, antidote à la droite pour certains électeurs de gauche. Il profite aussi des sondages pour apparaître à tort ou à raison comme le meilleur rempart contre le Front National. Mais plus que jamais, la limite du vote utile, c'est d'aboutir à un éventuel vote par défaut, au risque d'alimenter la frustration et l'abstention.